Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je reçois Thierry Chavel. Chargé de cours pendant 10 ans à HEC, il enseigne à présent à l'université Panthéon-Assas, où il dirige le Master 2 Coaching Développement Personnel en Entreprise, premier diplôme d'État en France en matière de coaching, qu'il a co-créé au début des années 2000. Auteur d'une dizaine d'ouvrages sur le coaching, ce coach de dirigeant, également superviseur, nous parlera aussi de son dernier livre intitulé « Trouver sa voie, comment faire l'entreprise buissonnière » aux éditions L'Harmattan. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel, dans ce nouveau Parcours de coach. Partagez 1 heure de votre temps avec cet esprit libre qui nous livre sa réflexion sur le sens et la symbolique du coaching, ainsi que sur la pédagogie appropriée pour former les coachs. Cet homme sensible ose parler de ses vulnérabilités comme de ses forces, la clarté et la sincérité de ses propos le rendent aussi émouvant que passionnant. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Thierry Chavel, bonjour. Bonjour David Marion. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard lorsque tu avais 7 ans ? Quand j'avais 7 ans, mon rêve c'était d'être programmateur musical. J'écoutais FIP et j'aimais cette espèce de plage sonore infinie. Et je me réfugiais, je crois, dans la musique. C'était vraiment mon premier espace onirique. Donc l'idée de partager comme ça un paysage sonore, je m'imaginais des voyages intérieurs. C'était un premier projet, je crois. Quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? Je crois que j'étais contemplatif avec un désir d'être utile. C'est vraiment une racine très forte. Je sais pas si on est altruiste ou égoïste quand on est enfant, mais l'idée de rendre service, aussi loin qu'ils m'en souviennent, fait partie de mon histoire. Quelles études as-tu fait ? J'ai commencé par faire une classe prépa. J'étais dans un bon lycée parisien où il y avait une bonne classe prépa, donc c'était un peu la voie naturelle. Moi, je faisais partie de ces élèves qui étaient bons en lettres et bons en maths. Du coup, j'avais un peu toutes les voies qui étaient possibles. J'avais envie d'être médecin. J'avais été passer une journée avec un jeune interne en cardio à la Pitié-Salpêtrière. Et là, ça avait été une douche froide. C'est-à-dire que j'avais assisté à une opération à cœur ouvert. Mon père avait fait un infarctus 3-4 ans avant, donc je pense que ça m'avait beaucoup choqué visuellement. Le jeune interne avec qui j'avais bavardé, il m'avait pas mal désillusionné en parlant des relations de pouvoir, du mandarinat, etc. Donc pour finir, j'ai repris mon dossier de prépa, j'en ai reconstitué un autre. Moi, je rêvais de partir vite. Les études de médecine, c'était long. Et donc la perspective de faire 1 année de prépa et de partir sur un campus, c'était très important pour moi à l'époque. Et donc j'ai été admissible à HEC et à l'EM Lyon, qui étaient les 2 seules écoles qui avaient un campus parmi les 4 que je présentais. Donc je suis parti à l'EM Lyon, je me suis beaucoup ennuyé. Quand vous passez d'une prépa où vous étudiez Michel Foucault et Fernand Braudel à des cours de technique de négociation, vous demandez où est-ce que vous avez atterri, quoi. Une espèce de mélange entre une culture du mépris de la part des enseignants qui préfèrent faire de la recherche et une culture cynique de la part des élèves qui en fait sont là un peu par hasard. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre une classe prépa HEC et une école de commerce. Donc j'ai pris la tangente, quoi. J'ai du mal à dire que j'ai fait une école de commerce parce que je m'en sens très loin. Ça m'a permis de me familiariser avec l'entreprise, mais j'ai fait tout sauf des études de commerce, de marketing. J'ai failli pas être diplômé tellement j'étais mauvais en stratégie, ça me fait rire. Je faisais beaucoup de RH, c'était assez déconsidéré les RH en école de commerce. Tout le monde voulait faire de la finance ou de la grande conso, du marketing. C'est amusant parce que 25 ans après, la plupart de mes camarades de promo sont en RH. Mais voilà, j'ai fait de l'économie, j'ai fait de la sociologie beaucoup. J'ai écrit une pièce de théâtre en allemand. J'ai travaillé sur la place de Lyon, dans les bourses de commerce au XVe siècle. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour échapper à ça. C'est un lieu de désenchantement très fort, les écoles de commerce. J'arrivais pas à trouver un sens à tout ça. Je me disais que c'était une mascarade. Donc j'ai travaillé dans une ONG, dans l'école de commerce, dans l'association humanitaire. Donc tout ce qui pouvait donner du sens, pour moi, c'était précieux. Et c'était une façon de surnager aussi. Parce que j'étais quand même assez perdu. Et de lutter contre l'ennui aussi ? Oui, en fait, c'était un ennui assez métaphysique. Je pense que c'est pas l'école de commerce qui m'ennuie, elle a révélé un ennui qui était latent. J'ai commencé mon école de commerce, j'étais déjà en thérapie. J'avais pris les pages jaunes, j'ai regardé psychothérapie pour adolescents, j'étais tombé à l'Institut Montsouris à l'époque, à la Cité U. Et donc j'ai fait 6 ans de psychanalyse freudienne, qui faisait que je revenais à Paris de temps en temps. Ça me permettait d'être un équilibriste avec un filet en dessous. J'entends presque de la tristesse à l'évocation de ces années. Oui, parce que je sais pas si on cicatrise jamais de ces blessures d'adolescence. La mélancolie, elle m'a jamais quitté. Donc j'ai appris à composer avec. À la sublimer. Peut-être. À voir ce qu'il y a derrière. On dit souvent que la nostalgie, c'est le bonheur d'être triste. Donc déjà, il fallait que je rencontre le bonheur. L'idée que je pouvais être heureux et pas seulement rendre les autres heureux. Je crois que si j'ai fait ce métier, c'est parce que je préfère donner que recevoir. Donc tout l'apprentissage pour moi, ça a été de recevoir.
et puis de me défaire d'un certain nombre de traumas de l'enfance. Quel a été ton premier job, ton premier métier ? Ça a été d'être colleur en classe prépa, je crois. J'adorais enseigner déjà, j'adorais transmettre. J'avais dû être prof répétiteur pour un garçon en 6e, je me souviens, près de mon lycée. Après, j'étais vendeur chez Célio. Là, j'ai vraiment découvert l'aliénation au travail. J'ai compris pourquoi c'était important de faire des études longues. Parce que je voyais la tyrannie des petits chefs. La directrice du magasin, quand il n'y avait pas de clients, elle prenait les piles de pulls, elle les défaisait, elle nous demandait de les refaire. J'ai trouvé ça à la fois absurde et d'une extrême violence. Puis après, j'étais vendeur chez Gibert. Alors pour les Parisiens, Gibert, c'est cette grande librairie au quartier latin. J'étais à la papeterie, donc au sous-sol, place Saint-Michel. Et là, même chose, quoi. À la fois des belles rencontres avec les autres vendeurs, puis une extrême fatigue physique. Le mal de dos en fin de journée, le fait de porter des palettes, les horaires à rallonge. D'un point de vue ergonomique, je crois qu'on ignore trop souvent ça dans le travail de coaching. C'est d'abord une usure physique avant d'être mentale, le travail. Je suis pas doloriste, il y a aussi des moments d'exaltation et on se réalise par le travail dans notre société. Mais ça va pas de soi. Il y a une espèce de construction qu'il s'agit de faire pour se réapproprier son travail. Moi, j'étais très perdu, donc je savais ce que je voulais pas faire, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc tu as enchaîné, si j'entends bien, ce qu'on pourrait considérer comme des petits boulots. Quel a été le boulot principal qui se dégage dans ces premières années de ta carrière professionnelle ? Je sais pas, parce que c'était à chaque fois des périodes assez courtes. Le souvenir le plus vivace que j'ai, c'est d'avoir été serveur dans un hôtel Carlton dans la Forêt-Noire. On dirait un film de Wes Anderson quand je le raconte comme ça. Mais c'était magique, c'est-à-dire que j'ai vu les horaires coupés. Vous pouviez faire le petit-déj un matin de 7h30 à 10h, et puis le lendemain ou le soir même faire 20h minuit. Donc j'ai vu vraiment la fatigue des métiers de la restauration. On était une série d'étudiants, il y avait des Irlandais, des Italiens, donc c'était assez joyeux en même temps. Même si je suis germanophone, il m'arrivait de pas comprendre les commandes, donc d'apporter un plat pour un autre, de renverser des assiettes, enfin c'était... Quand j'avais des pauses, j'allais lire dans le jardin de la ville, appelé Donaueschingen, donc il y avait un très beau château, et j'ai lu Schnitzler, Zweig, voilà, toute la littérature viennoise qui me passionnait à l'époque. Donc c'est un souvenir à la fois un peu romantique, où la littérature était un moyen d'évasion, et puis un souvenir passionnant, parce que je crois qu'on apprend le management pas en école de commerce, mais quand on est managé. Là aussi, j'ai vu ce que c'était que travailler pour un maître d'hôtel et ce que c'était que la relation conflictuelle entre les cuisines et les serveurs qui sont considérés comme des domestiques par les cuisiniers. Donc c'était passionnant. Moi, j'avais une âme sociologue. J'ai fait un DEA en sociologie du travail, j'ai fait un doctorat après. Donc l'écoute participante, l'observation participante, chez moi, ça vient de la sociologie, ça vient pas de la psycho. Tu as expérimenté les domaines d'activité que potentiellement tu allais coacher plus tard. Exactement. Et moi, ça m'a aussi fait travailler le goût des autres. Je trouve que c'est une observation ethnographique, le monde du travail. D'entendre les gens parler de leur travail, c'est ça la culture d'entreprise. Il n'y a pas de culture officielle d'entreprise, c'est de la propagande, ça. Les valeurs affichées. La vraie culture de l'entreprise, c'est la culture de métier, c'est la culture orale, souvent, du quotidien, que les gens apprennent sur le tas, et qui fait qu'il y a une culture ouvrière, qu'il y a une culture de cadre, qu'il y a une culture industrielle. Voilà, ça c'est passionnant, c'est presque de la géologie sociale. Thierry, comment t'es arrivé au coaching ? Il y a une réponse officielle, c'est parce que j'aimais écouter plus que parler. Donc quand j'étais consultant, je me suis rendu compte que j'aimais faire des entretiens de recrutement, faire des assessment centers, faire des diagnostics, aller sur des sites industriels, observer l'organisation. Et je préférais faire ça que donner des conseils. L'écoute, c'était vraiment une passion. Du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de la formation action, où j'ai appris la PNL. Donc moi, venant de la psychanalyse, c'était vraiment intéressant de découvrir les thérapies cognitivo-comportementales. J'avais travaillé chez Alstom, en Suisse allemande, avec des ingénieurs arts et métiers. Vous sortez d'un DEA où vous avez suivi les cours de Bourdieu et vous allez sur un site industriel travailler sur de l'informatique pour des ingénieurs arts et métiers. Là aussi, c'était un choc culturel. Mais tout ça, c'est des bains, c'est des rites initiatiques. C'est aussi ce qui m'a fait sortir d'une certaine utopie intellectuelle. J'entends à la fois une confrontation entre ce que tu apprends et comprends dans les livres, et à travers les études évidemment, et la réalité du terrain qui parfois est dissonante. Elle est toujours dissonante, et c'est la différence entre le travail prescrit et le travail réel chez Marx. Et c'est cet écart, c'est cet entre-deux qui est passionnant. C'est là qu'il y a un espace de liberté. C'est là qu'il peut y avoir construction d'une identité professionnelle ou investissement d'un sens dans son travail. Je pense qu'en soi, le travail n'a pas de sens. Surtout à l'ère post-industrielle. Le travail, il est taylorisé, il est répétitif, même pour des dirigeants, faut pas se tromper. C'est toujours un défi de réenchanter son travail. Après la version moins officielle de ce qui m'a amené au coaching, j'étais un grand blessé de la relation. J'avais envie d'accompagner les autres comme moi-même j'avais été accompagné, et je crois que j'ai jamais cessé de travailler sur moi, d'essayer d'explorer
les souterrains de ma mélancolie et en même temps de mon exaltation, de mon goût pour le sens. Donc j'ai demandé l'asile poétique, moi, dans le coaching. Je crois que je comprenais pas grand-chose à la réalité professionnelle dans des grandes entreprises. Je me souviens les premières fois que j'allais à la Défense, j'ai aucun sens de l'orientation, je me perdais, j'avais l'impression d'être dans un paysage de Brésil ou de 1984. Et je m'étais dit un jour, tu rentreras dans toutes les tours de la Défense, comme un voyage du héros, quoi, une espèce de quête chevaleresque. Et je suis pas rentré dans toutes les tours, mais dans pas mal, quoi. Je crois que j'avais très très peur de la réalité professionnelle, je la comprenais pas. Je pouvais pas croire que c'était aussi absurde, matériel et individualiste que ça l'est. Quand je voulais faire médecine, je voulais être soit obstétricien, soit psy, et je pense que être coach en entreprise, c'est être un peu les deux. Et cette promesse, qui me fait penser un peu à Rastignac, cette promesse que tu t'es faite à toi-même sur le parvis de la Défense, c'était aussi une sorte de revanche sur la vie ? C'était quoi qui était en sous-jacent ? Je sais pas si c'est une revanche, parce que moi j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, avec un climat incestuel, donc avec une mère abusive, un père violent, mais tout ça dans un milieu très bourgeois. Donc les apparences étaient sauves. Bon, j'étais ce qu'on appelle un enfant doué au sens d'Alice Miller, c'est-à-dire que je me réfugiais dans les études et on dirait HPI, j'étais hypersensible, je pense très clairement. Donc l'idée de réussir, elle était plutôt perfusée dans l'éducation et je crois pas que j'avais une revanche à prendre sur mes études, ni une revanche sociale. Par contre, j'avais un désir de liberté. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai la conviction que plus on maîtrise de concepts, plus j'ai à ma disposition de culture, plus je suis libre. Cette idée d'être un peu un jardinier de l'entreprise, de semer des graines et de venir cueillir les fruits de ce drôle de jardin qu'est l'entreprise, c'était nourrissant pour moi et ça me donnait de la liberté. Donc ce qui est fascinant dans le métier de consultant et de coach, c'est qu'on rencontre plein de réalités. Je pense qu'on est des messagers. Moi, je vois plutôt mon métier comme un métier de passeur, d'éclusier, qui aide des péniches à traverser les canaux de la vie professionnelle. Parfois, il faut descendre, parfois, il faut monter le niveau de l'eau. Je suis un troubadour, un baladin, un récitant de la messe de l'entreprise, qui est une messe qui ne se dit pas. La liturgie, elle est secrète en entreprise. Et donc moi, j'ai l'impression d'être un peu un traducteur, d'être un peu un pèlerin qui vient accompagner. C'est quand même un mot très fort, l'accompagnement, C'est celui qui partage le pain, le compagnon. Donc quand je suis un peu terrorisé par certaines entreprises qui ont quand même parfois des fonctionnements pervers, je me dis que je suis visiteur de prison. C'est-à-dire que moi je repars, mais je viens apporter du réconfort, de la bienveillance, de l'écoute inconditionnelle. Et puis voilà, est-ce que ça offre une liberté à mes clients ? Je crois que ça offre un espace sécure. Respiration peut-être ? Oui, parfois même d'inspiration, c'est-à-dire de reprendre son souffle, quoi. Ils sont en apnée, les personnes en entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui tiennent le coup aujourd'hui, notamment dans les grandes entreprises. On est dans le syndrome du hamster, David. J'ai des clients qui n'ont pas le temps de lire, qui ne prennent pas le temps de se poser. J'ai un client comme ça qui a été pendant des années directeur industriel, donc qui a fait de la restructuration, et qui là a rejoint il y a 6 mois le capital investissement. Et en fait, qui continue à être un ouvrier spécialisé, c'est-à-dire qui répare les boulons, qui aide les entreprises dans le portefeuille de participation à être encore plus performantes. Et je vois à quel point sa santé se dégrade. Il y a des problèmes de dos, il y a des problèmes de cœur. L'autre jour, il a pas pu venir à sa séance parce qu'il devait aller à l'hôpital en urgence. Cet homme, il a 50 ans, il en fait 15 de plus, quoi. Donc il se jette à corps perdu dans son travail, avec un dévouement qui frise le sacrifice. Parfois on est des médecins urgentistes. Parfois j'ai l'impression d'utiliser un défibrillateur pour qu'il soit moins des morts vivants et plus des vivants. Et aujourd'hui c'est des survivants en entreprise, c'est-à-dire qu'ils surnagent pour certains. J'entendais tout à l'heure que tu expliquais que pour bien te comprendre, tu avais mis ta vie professionnelle au service de la compréhension d'autrui, ce qui est une disposition particulière qui peut être fragilisante. Est-ce que tu crois que c'est là encore une disposition qui est adaptée, appropriée ? Je crois que c'est constitutif de notre métier, David. Je crois vraiment qu'on fait pas ce métier parce qu'on est meilleur que nos clients, parce qu'on est plus avancé, soi-disant, en développement personnel ou en intériorité. Moi, je suis venu à ce métier parce que j'étais plus fragile, parce que c'était une question de survie à un moment. J'avais trop besoin que les choses aient un sens, et donc je comprenais pas qu'on puisse passer des journées entières sur un logiciel de gestion ou dans des jeux politiques. Et je crois que c'est parce que je contacte ma fragilité, parce que je suis conscient de mes failles, que je peux aider les autres à aller rencontrer les leurs. Parce que la bonne nouvelle de tout ça, c'est que ce qui nous rend puissants, c'est la conscience de nos impuissances. Et pas la promesse d'un pouvoir illimité, d'une réussite matérielle illimitée. Tout ça, c'est l'illusion d'Icare. Mon métier, c'est d'apporter de la compassion et de l'encouragement. Le fait d'avoir été blessé, ça nous rend fragiles mais pas vulnérables. Vulnérable, c'est avoir été blessé et être potentiellement de nouveau blessé.
J'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « Je peux guérir ». Aujourd'hui, je dirais « Je peux guérir ou pas ». C'est-à-dire que c'est pas moi qui me guéris, je pense que c'est la vie qui nous guérit de la vie. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la foi inconditionnelle dans le fait que on peut s'en sortir même avec des traumas. Je pense que plus j'ai traversé de choses délicates dans ma vie, moi j'ai eu des comportements addictifs, notamment au travail, qui est une drogue douce mais qui est une drogue dangereuse, plus je peux accueillir un éventail d'expériences de vie. La suspension de jugement, elle vient précisément de cette expérience traumatique, mais on est tous des grands brûlés du vivant. Simplement, il y a ceux qui ont enfoui très très loin ces blessures, et puis d'autres qui grattent leur croûte pendant longtemps, qui continuent à s'infliger la même blessure, voire à infliger aux autres la blessure qu'ils ont subie. Je pense que la plus grande pente de la vie humaine, c'est de répéter. Et que moi, je suis venu à ce métier avec l'utopie qu'on peut empêcher des répétitions psychologiques, donc des violences subies, mais des répétitions aussi transgénérationnelles, des répétitions karmiques peut-être, et qu'on n'est pas nécessairement dans la reproduction, y compris la reproduction sociale. Je suis absolument fasciné par l'accompagnement des dirigeants qui sont pas issus des dynasties familiales, et donc à qui à un moment donné il manque quelque chose, qui touchent ce fameux plafond de verre parce qu'ils ont le pédigré, ils ont fait l'ENA, ils ont fait HEC, ils ont fait l'X, mais il leur manque quelque chose à un moment donné. J'ai un client comme ça qui est un grand dirigeant dans une entreprise, qui est passionné de stratégie, et il voit bien qu'on lui propose jamais les postes au comité exécutif. Donc il est venu me voir en me disant, il est temps que j'aille regarder ça. Quel est ce handicap que je porte? Et peut-être que j'en suis complice. Moi je pense qu'on est toujours complice de ce qu'on subit. Il peut avoir un sentiment d'imposture par exemple. Le syndrome d'imposture, c'est plutôt une bonne nouvelle en coaching, parce que c'est dans tous les métiers des services immatériels, à un moment donné, on a cette impression d'être des imposteurs. Je préfère être dans l'imposture que dans la posture, dans cette espèce d'illusion qu'on est une commode avec plein de tiroirs. Le coaching, c'est pas des réponses, c'est plutôt une aide au questionnement, de montrer au client qu'il a toutes les réponses en lui. Tout à l'heure, tu disais, en fait, on peut vivre et s'épanouir même. Mais est-ce que c'est pas grâce à la compréhension de ce qui s'est joué? Sans doute. J'ai passé à peu près 35 ans de ma vie à m'empêcher d'aller bien, à être dans une espèce de course effrénée pour l'adrénaline, pour sauver les autres, enfin avec cette illusion, sans doute un peu prophétique. Dans une phase hypomaniaque, je pense, j'ai passé 35 ans de ma vie en phase hypomaniaque, mais avec des effondrements successifs que je prenais pour des trous d'air mélancoliques. Et un jour, je suis sorti de ces trous du hamster. Contraint et forcé, c'est le corps qui s'est rappelé à moi. J'étais réfugié dans l'intelligence abstraite, dans la culture, mais c'était aussi une façon de me couper de mes émotions. Et je pense que la voie d'accès à une vie plus intense, à une vie plus spirituelle, c'est de passer par les émotions, c'est de les traverser, c'est pas de rester dans l'émotionnel. Il y a un malentendu en coaching et peut-être dans certaines thérapies à gérer ces émotions. Je pense pas qu'on puisse gérer nos émotions. On peut les reconnaître et les accepter et voir quelles portes elles ouvrent. Elles ouvrent une porte vers nos besoins, vers nos désirs, vers nos promesses, vers nos possibles. Donc sans doute que c'est pas seulement malgré, mais c'est aussi grâce à toutes ces fêlures, mais pas des fêlures entretenues. C'est des symptômes qui permettent de revenir à la racine. J'avais une cliente il y a quelques années comme ça, elle était notaire. C'est pas fréquent de coacher des notaires, c'est un monde très conservateur. Et elle venait me voir parce qu'elle avait lu mon livre sur le burn-out et elle sortait elle-même d'un burn-out. Je crois que c'est la première cliente que j'ai eue après la publication de ce bouquin. Et moi, j'avais très peur d'attirer des gens en burn-out. C'était pas du tout mon ambition de devenir un spécialiste de ce truc-là. Et en fait, sa demande, c'était ne pas répéter ça dans le cabinet où elle était, c'est ne pas se remettre dans la seringue en travaillant beaucoup. Mais la demande sous-jacente, c'est qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et donc, elle avait fait une fécondation in vitro. Il avait fait tout ce parcours du combattant que connaissent certains, avec ce que ça peut avoir de fragilisant en termes de confiance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de son coaching, elle est tombée enceinte. On n'a pas travaillé dessus, mais il y avait cette espèce de magie qui fait que, à partir du moment où elle avait sans doute recontacté des éléments du puzzle de sa vie, c'est toujours un peu le petit pousset, l'aventure d'un coaching. C'est qu'on se rend pas compte que tout au long de notre vie, on a posé des cailloux qui apparemment ont pas de sens, et puis en fait, ça avait un sens. Ça nous amène à ce que j'appelle notre vocation. Donc à partir du moment où elle a rencontré ce qu'elle aimait vraiment dans la vie, cet alignement de planètes, elle est tombée enceinte. C'est aussi ce genre de miracle qui se produisent dans un coaching. On est face au mystère. Qu'est-ce qui fait qu'un client va aller mieux après un coaching? C'est un grand mystère, ça ne nous appartient pas. Je suis toujours fasciné de voir que il y a parfois des rencontres providentielles. Qu'est-ce qui fait que le client il vient à ma rencontre? Sans doute pour des raisons qui me dépassent et qui le dépassent. C'est parce qu'on a des étoiles communes et que à un moment donné, je peux aider quelqu'un à faire un pas de côté.
Je peux aider quelqu'un à se décoller de son identité. Je crois vraiment que c'est de la désidentification à notre ego que procède le coaching. Je me méfie beaucoup du travail sur l'identité en coaching, à cause de mon passé de sociologue, du travail de Goffman, de la déconstruction. C'est-à-dire que les identités, ça n'est que des masques, ça n'est que des personas. Et l'endroit où veulent aller nos clients, je crois, c'est plutôt un endroit de simplicité, de laisser la vie circuler en eux. Et c'est très beau d'être les observateurs de ça. De les conduire à une version épurée d'eux-mêmes. Je crois qu'on est des Sherpas. Je sais pas si on connaît le chemin. En tout cas, on sait interpréter la météo. Je suis fasciné par le fait que les clients, ils en savent long sur eux-mêmes. J'ai pas l'impression de leur apprendre grand-chose. Par contre, avoir plus de tendresse pour eux-mêmes, avoir moins d'autoflagellation. Plus de compassion aussi. Certainement, ou d'aller chercher la compassion à un endroit plus sûr, quoi, avoir une confiance inconditionnelle. Il y a bien 80% de mes coachings qui posent des questions de confiance en soi. Et j'ai la conviction que c'est un processus initiatique, le coaching. C'est-à-dire que c'est vraiment aller dans un voyage dont on ne connaît pas la destination, en s'abandonnant à l'autre, puisque moi je représente l'autre pour eux. Est-ce que tu crois qu'il y a aussi une rencontre d'inconscient à inconscient ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le client vient te voir toi parce qu'il sent que tu es capable de l'accompagner sur le chemin qui serait bon pour lui. J'aime beaucoup ta proposition. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est même à chaque fois ça. Il y a un mot qui vient des sciences et qui s'applique très bien à l'accompagnement, c'est la sérendipité. C'est-à-dire que le client cherche quelque chose à un endroit et en fait il trouve autre chose. C'est toute la différence entre la demande et le besoin. La demande, ça peut être aidez-moi à préparer cette prise de fonction, et le besoin, c'est aidez-moi à trouver ma vocation, aidez-moi à mettre de l'ordre dans ma vie, à trouver une écologie personnelle qui me mette moins en danger. Donc oui, probablement que c'est toujours une rencontre d'âme. Tout se joue dans le subtil dans un coaching. Tu sais, moi, ce qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est la rencontre. Pour des raisons évidentes. C'est-à-dire que quand j'avais pas connu une sécurité maternelle fondamentale, l'autre était plutôt dangereux. Et donc la peur d'être envahi, la peur d'être rejeté m'a beaucoup accompagné. Je relisais récemment les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je me disais, bon, j'ai presque les 5. Et sans doute que la rencontre, c'est aussi ce qui m'a le plus mis dans l'enthousiasme de la vie. Donc c'est ce paradoxe d'avoir eu peur de la rencontre et en même temps de rechercher des rencontres. C'est toujours des épiphanies, les coachings. C'est toujours quelque chose qui se produit à un moment donné. D'où viennent nos feedbacks ? J'ai formé pendant des années en didactique des personnes au coaching. J'ai dû voir passer 500 personnes qui se formaient au coaching. Et puis à la fac, à Paris 2, à peu près autant en académique. Je crois pas que ça s'enseigne, le coaching. Je crois que ça s'entraîne. C'est une faculté qu'on a tous. On s'empêche d'être coach dans la vie. Et donc c'est de retrouver cette faculté de l'innocence de l'enfant, en fait, du petit prince qui sait poser les questions, de cet amour inconditionnel, de la capacité à donner un feedback sans filtre et sans jugement en même temps. Donc cette faculté, on l'a. Maintenant, d'où viennent nos feedbacks ? C'est une grande question. Ils viennent du cerveau droit, ils viennent du subtil, ils viennent de quelque chose qui nous dépasse. Quelle formation as-tu suivi en matière de coaching ? La vie, sur le tas. Je suis Obélix, je suis tombé dans la potion magique tout seul. La seule formation qui tienne pour devenir coach, c'est d'être coaché. C'est par capillarité que j'ai appris à être coach. C'est en rencontrant des confrères, en rencontrant des mentors, en rencontrant des contre-modèles aussi. J'ai traversé des cabinets de coaching qui étaient des sectes behavioristes dans lesquels on expliquait les 5 bonnes façons de dire oui, les 3 bonnes façons de donner un feedback constructif, un truc à l'américaine un peu factice, très en surface. J'ai été pétri de toutes ces rencontres. Après, évidemment, la psychanalyse et puis beaucoup de travail sur moi. Quand vous travaillez en thérapie avec thérapeute gestaltiste pendant 7 ans et que vous lisez petit à petit Fritz Perls et un certain nombre d'auteurs, je sais pas si vous devenez gestaltiste, mais en tout cas, vous commencez à en acquérir les outils. J'ai vraiment le sentiment que ce qui compte, c'est pas la certification à une technique, c'est l'usage de cette technique déontologiquement. Donc de faire attention, de tenir le cadre, de se méfier des projections. C'est très empirique le coaching. Alors je vais peut-être heurter des auditeurs en disant ça. La partie de nous qu'on rassure en voulant avoir des formations certifiantes, diplômantes, qualifiantes, c'est précisément celle qui ne coach pas. C'est celle qui est dans l'ego, qui est dans la peur. Ça veut pas dire qu'on est des apprentis sorciers, Ça veut dire que ça relève de l'alchimie, ça relève d'une connaissance, ça relève vraiment d'un chemin dans lequel l'intuition, dans lequel la bienveillance, dans lequel la bonté, moi je crois que notre métier repose sur la bonté, qui est une faculté, qui est un don. Je pense pas que ça s'entraîne, il n'y a pas une technique pour devenir gentil. Ce que tu es en train de dire en sous-jacent, c'est qu'il existe des formations, mais elles ne sont pas indispensables pour devenir coach. Oui, exactement. Je crois qu'elles peuvent formater et elles peuvent déformer.
Si je viens prêter allégeance à un maître, je vais être éternellement dans cette soumission à un savoir et donc je vais pas gagner en confiance. Je supervise pas mal de confrères depuis des années en individuel et en collectif et je suis très frappé de voir qu'il s'agit de trouver leur propre voie, leur propre talent de coach et de pas venir prêter allégeance à une soi-disant bonne façon de coacher que renforcent certaines écoles. C'est très lucratif le marché de la formation au coaching. Il y a beaucoup plus de gens formés que de gens qui peuvent en vivre. J'ai pas d'avis là-dessus parce qu'il y a une différence entre faire du coaching et être coach. Je pense que les écoles, c'est très bien pour faire du coaching. Un manager qui fait du coaching, c'est très bien. Être coach, c'est être éternellement un coach en devenir, David. C'est-à-dire croire qu'on est arrivé, croire qu'un jour on peut mettre sur sa carte de visite coach. Je crois que c'est très illusoire. C'est très étranger à la posture basse qui me semble, là encore, constitutive de notre profession. Pour autant, on se soigne pas sur le dos de nos clients non plus. C'est-à-dire qu'il y a une hygiène du coach qui est indispensable, qui passe par la thérapie, par le développement personnel, par plein de voies. Et sans doute que continuer à se former, c'est un moyen de continuer à prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre et de ses clients et de sa sphère privée pour pas faire du coaching sauvage avec sa femme, ses enfants. Voilà, moi il m'a fallu du temps pour arrêter d'avoir ce besoin de témoigner de mes journées de coaching tellement c'est high, tellement c'est exaltant. Et c'est quand même un cadeau du ciel de pouvoir accompagner des gens. Donc je rentrais le soir chargé de ça et puis je voyais ma femme et mes enfants qui disaient mais on s'en fout de tes histoires. Donc voilà, la supervision est là pour ça. À présent, je te propose de faire découvrir aux auditeurs l'intermède musical que tu as choisi. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois il nous semble capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Nous écoutons Les gens qui doutent, interprétés ici par Jeanne Chéral, Vincent Delerme et Albin de la Simone. Cette reprise date de 2004, alors que la version originale, créée par Anne Sylvestre, date de 1977. Pourquoi ce choix, Thierry ? Parce que les paroles de cette chanson me parlent vraiment de cet endroit fragile et puissant à la fois du doute, de l'endroit où mettre un pied devant l'autre, c'est peut-être le seul chemin qu'on puisse faire. C'est une invitation à sortir de cette course d'obstacles que l'entreprise nous incite à faire. Dans une récente interview, Anne Sylvestre déclarait à propos de cette chanson « Je l'ai écrite parce qu'à l'époque, j'étais lassé des gens remplis de certitudes qui m'entouraient. » Est-ce que c'est le cas aussi pour toi, Thierry ? Je suis lassé de la société du commentaire. On est dans un monde où l'on tchatche. Et je trouve que le silence est vraiment un espace que le coaching permet de déployer. Pas que le coaching, la thérapie aussi, mais dans l'espace du travail, cette sursollicitation, cette façon de communiquer, d'échanger de l'information. Pour moi, ça fabrique des certitudes, ça fabrique surtout de l'opinion. On est très chargé de toutes ces croyances, de toutes ces projections. Le doute, c'est d'aller à l'endroit où c'est un point d'interrogation. Le coaching, c'est passer d'un point d'interrogation à un point d'exclamation, surtout pas un point final. Tu diriges le Master 2 Professionnel Coaching Développement Personnel en Entreprise à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, qui fut le premier diplôme d'État de coaching en France que tu as co-créé en 2003. Peux-tu nous parler de la genèse de cette formation ? La genèse de cette formation, c'est l'envie de donner à cette profession émergente une tribune et une légitimité.
de montrer qu'on peut répondre de nos actes, qu'il y a des théories sous-jacentes, qu'il y a une déontologie, et que ça n'est pas le sous-produit de la psychothérapie sauvage, le coaching. Moi, j'ai tendance à penser que le coaching, ça permet d'aller plus loin que la thérapie, pas moins loin. Il y a souvent cette illusion que, avant de faire une thérapie, on va déjà faire un coaching. Il y a des fois, c'est l'inverse, c'est la thérapie qui a permis de déblayer le pourquoi et a pas vraiment donné les clés du comment, ou a permis d'en savoir long sur la psychologie des profondeurs, mais pas nécessairement sur l'action et l'engagement dans le monde. Donc on est les cousins germains des psychothérapeutes et des consultants, et j'avais envie, avec quelques camarades de l'université, à l'époque Franck Bournois du CIFOP, de montrer que c'est une profession qui peut répondre de ses fondements. Et ça, c'était pour l'académique, de choisir un lieu soustrait au marché, de pas créer un institut privé, donc d'avoir aussi un accès en termes de coûts faibles. Aujourd'hui, on est une des formations, je crois, les moins chères du marché. Et pour autant sélective, de montrer que c'est un parcours, c'est un chemin, ça dure 9 mois, c'est pas par hasard. Et de découvrir aussi que c'est pas en 9 mois qu'on se forme au coaching. Il y avait dès le début cette ambition un peu paradoxale de délivrer un diplôme qui délivre de l'idée qu'il faut un diplôme pour être coach. De faire un chemin vers soi, de faire un chemin à la rencontre de ce qui fondamentalement fait que je suis coach. J'ai envie de coacher les autres, et d'où vient cette envie. Donc moi, j'ai la conviction qu'on fait une profession vocationnelle, et de rencontrer sa vocation, ça mérite bien un diplôme. Il y a pléthore de formations en matière de coaching, c'est quasiment une jungle d'ailleurs, et c'est évidemment lié au caractère lucratif de la formation de ce métier. Quel regard portes-tu sur la pédagogie du métier de l'accompagnement professionnel ? Je crois que c'est important qu'il soit pluridisciplinaire. J'ai connu un confrère qui était tellement féru d'hypnose ericksonienne qu'il était hypnotisé par l'hypnose ericksonienne. C'est-à-dire que le risque de l'outil à un moment donné, c'est de prendre toute la place, quoi. C'est comme le psychanalyste qui ne jure que par la psychanalyse. Je crois qu'on fait un métier dans lequel la multiplicité des territoires symboliques dans lesquels travaillent nos clients nécessite d'avoir plusieurs écoles de pensée. Ensuite, je crois beaucoup à la communauté d'apprentissage. Paris 2, c'est un peu une nouvelle Athènes. On avait cette utopie-là, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas une frontière entre d'un côté les sachants et de l'autre côté les apprenants. C'est de faire école sans être une école, sans être une institution, parce que c'est la mort de tout ce que notre profession porte de maïotique, de devenir une institution. Donc c'est de conserver son humilité tout en apprenant les gestes importants, comme le fait de tenir le cadre, le transfert, le contre-transfert, la projection, le feedback, l'écoute, l'objectif. Voilà, c'est un peu les fondamentaux. Mais c'est surtout au-delà de l'outil. Je crois pas une seconde que c'est l'outil qui fait le coach. L'outil du coach, c'est lui-même. Et donc on peut être bardé de techniques et ne pas avoir la même puissance, la même authenticité que quelqu'un qui en fait plonge dans le présent en faisant une confiance inconditionnelle aux ressources du client coaché. Alors apprendre à poser des questions ouvertes, oui. Travailler le silence, oui. Est-ce que c'est des techniques vraiment ça ? Est-ce que être humain, c'est une technique ? Je crois pas. Donc c'est un peu un miroir aux alouettes, les copyrights derrière les techniques, les noms ronflants anglo-saxons, les outils d'assessment. Combien de clients viennent au coaching parce qu'ils ont subi un 360 degrés qui a été administré de façon tellement violente ou dont la restitution est générée par ordinateur, tu sais, avec ces pavés de texte automatiques, et qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On me dit tu es directif. Qu'est-ce que ça veut dire tu es directif ? Et donc c'est un peu pareil avec le MBTI, avec l'énéagramme. Tout ça c'est des portes d'entrée et c'est des outils de lecture, mais c'est pas des veaux d'or. C'est ce que le client en fait qui compte, c'est pas ce qu'on dit de lui. Et en même temps, certains clients recherchent des coachs qui ont les écussons de tel ou tel outil. Il y a ce paradoxe aussi. Précisément, le premier acte de coaching que je peux faire avec un client, c'est de le désillusionner là-dessus. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le choix d'un coach ? C'est pas le CV, c'est la vibration dans laquelle la personne se retrouve. On est dans un état de conscience modifié en coaching, c'est évidemment une transe. Si dès la première séance, ça ne se produit pas, ça ne se produira pas ensuite. La clé, c'est d'être dans une forme de confiance, d'accueil inconditionnel. J'ai jamais rencontré une entreprise qui exigeait des certifications. C'est une blague. C'est-à-dire que bien sûr, on peut en avoir, ça peut être un sésame pour des référencements. Mais au final, la sélection des coachs, elle va se faire sur la rencontre humaine. Ce que le Covid nous a appris, c'est 3 choses. La première, c'est qu'on est dans un monde beaucoup plus digital, où la relation humaine va avoir beaucoup plus de prix, ça va devenir un luxe. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un monde beaucoup plus atomisé, là encore, dans le travail à distance. Donc moi je crois pas trop à l'e-coaching. On peut pas être coaché par des moteurs algorithmiques. Même si c'est en visio, il y a toujours une personne en face. Et en fait, ça fonctionne en visio. C'est moins bien qu'avec le corps, mais ça fonctionne.
Et la troisième chose, c'est une anglo-saxonisation accélérée du monde. Donc, je crois qu'un coaching à l'européenne, c'est un coaching dans lequel l'être est plus important que le faire. Bien sûr qu'il y a des courants qui sont plus ouverts à la spiritualité que d'autres. C'est évident que si je travaille avec Jung, je travaille pas avec Lacan. Il est clair qu'il y a certains dérivés de la PNL comme le Kin Language qui n'ont pas du tout les mêmes hypothèses qu'une PNL un peu behavioriste pour être un bon vendeur. Et après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire que à chacun selon son besoin et selon là où il en est dans son chemin. Je crois pas qu'on ait une position d'autorité surplombante quand on est coach outillé. Au contraire, je pense que la supervision, c'est là pour redescendre dans cette simplicité qui fait que ça coach. Est-ce que le prérequis à toute formation n'est pas un vrai travail sur soi pour le futur coach, c'est-à-dire un coaching ou bien une thérapie ou même les deux? Oui, c'est très clair, c'est un prérequis. Après, on peut se noyer dans le travail sur soi. Le travail sur soi, c'est rencontrer l'altérité, rencontrer ma peur, rencontrer plus grand que moi. Donc si c'est nombriliste, à un moment donné, je vais renforcer mon ego. Je crois que c'est un chemin de dénuement, le travail sur soi. C'est vraiment un chemin pour me déprendre de mes croyances, de mes peurs. Il faut plutôt en enlever qu'en rajouter dans notre métier. C'est vraiment ça qu'on offre, c'est la possibilité d'écouter l'autre sans jugement, sans intention, dans la présence. Et il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que à cet endroit-là, on convoque quelque chose de sacré. Bien sûr qu'il y a une dimension confessionnelle dans le coaching, c'est comme un confessionnal moderne. Il y a aussi une dimension de prêtrise invisible, c'est-à-dire d'aider la personne à se verticaliser, à mettre un genou à terre, à s'intérioriser, à devenir responsable. Tout ça, c'est du champ immatériel, faut pas se tromper. Une carrière, ça se résume pas à un CV. Et le coaching, il est là pour attester que une fois qu'on a un diplôme, une fois qu'on a un poste, c'est là que la vie commence. Des centaines de coachs sont formés chaque année. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon toi ? Je crois que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, David. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la pensée du travail sur soi, d'un leadership en conscience, d'un mariage entre le féminin et le masculin dans l'exercice de son rôle professionnel progresse. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je pense que la génération qui vient ne voudra plus des entreprises pyramidales avec une autorité incontestée. Donc accompagner ce mouvement, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Après, le risque, c'est d'industrialiser le coaching. Et en fait de faire ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire du mentoring. Un coaching très orienté résultat, très comportemental, avec une position haute déguisée. Donc la banalisation du coaching, c'est un peu ce qui a frappé la psychanalyse. C'est-à-dire à force de banaliser le vocabulaire de la psychanalyse, on dit tout et n'importe quoi. Le mot fantasme est employé à tort et à travers, tout est acte manqué. Je pense que le mot disparaîtra, le mot de coach est usé jusqu'à la corde. Mais la pratique, elle n'a pas attendu l'émergence de l'entreprise pour exister. Ça date de Socrate, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et elle survivra à l'entreprise. Cette pratique d'être accompagné dans sa verticalité, et notamment dans son action dans le monde, continuera à exister. Parlons à présent de ton dernier livre intitulé « Trouver sa voie, comment faire l'entreprise buissonnière » aux éditions L'Harmattan dans la collection Ad Valorem. Faire l'entreprise buissonnière, c'est un programme étonnant pour un formateur. Moi, je crois que notre métier, c'est d'emprunter des itinéraires bis, de sortir de l'autoroute et d'aller prendre les chemins noirs, comme dit Sylvain Tesson. C'est-à-dire de ralentir un peu la machine et de voir la vie qui passe. Donc, l'entreprise buissonnière, pour moi, c'est cette idée que une entreprise, c'est plus qu'un compte de résultats. C'est plus qu'un bilan annuel. C'est même plus qu'un affichage de responsabilité sociale et environnementale. C'est une planète en soi. Ça renvoie à mon passé de sociologue, sans doute. C'est-à-dire que il se joue quelque chose de l'ordre des codes, des symboles, des signes d'appartenance, des légendes, des mythes fondateurs, des actes héroïques. C'est ça, une entreprise. C'est un espace symbolique. C'est pas seulement un espace matériel. Donc, faire l'entreprise buissonnière, c'est pas qu'une formule. C'est vraiment, à un moment donné, s'aventurer à la rencontre de tout ce qui fait le sel d'une vie professionnelle. Qu'est-ce qui restera de ma vie professionnelle ? Sans doute pas l'argent que j'ai gagné, sans doute pas le contenu des tâches que j'ai accomplies. Il restera des rencontres, il restera des surprises, il restera des épiphanies. Et ça, c'est comme des planètes en soi. On est un peu comme des petits princes qui allons de la planète du businessman à la planète de l'allumeur de réverbère, à la planète du renard. Moi, j'avais envie de témoigner de ça, de raconter qu'on est des cosmonautes de l'espace économique. Pour présenter le livre, je dirais qu'il y a une quinzaine de secteurs passés au crible, avec une structuration récurrente, les chiffres clés du secteur, un texte décryptant la mythologie, les valeurs et l'ADN en action dans ce secteur, une série de questions pour aider le lecteur à se projeter éventuellement dans l'idée de travailler dans ce secteur,
un cas pratique issu d'un de tes accompagnements et des conseils aux coachs travaillant avec des clients dans ce secteur. Sans oublier une playlist incluant un livre, une musique et un film qui façonne l'imaginaire collectif sur ce secteur. L'idée, c'était d'apporter un manuel de survie pour aider les jeunes diplômés à choisir leur voie, les consultants à savoir où ils mettent les pieds et bien sûr les coachs à aborder leur mission en intégrant les us et coutumes de leurs clients. Effectivement, c'était un peu mon intention. Moi, j'ai écrit ce livre pour mes enfants. Le métier qu'ils exerceront existe sans doute pas aujourd'hui et n'aura sans doute pas grand-chose à voir avec ce qu'ils ont appris. Qu'on est dans un monde de plus en plus virtuel, où le rapport à la main, le rapport au geste, le rapport à l'artisanat se perd. J'avais envie de montrer que le luxe, c'est aussi un monde dans lequel l'objet peut être magnifié. Qu'on connaît mieux la banque si on a lu L'argent de Zola que si on s'est contenté de faire un master de finance. Que la politique, c'est aussi un espace de personnes en quête d'absolu, et pas seulement un lieu de corruption comme les médias le véhiculent. Il y avait un souci de réenchantement, de montrer que les contes nous accompagnent pour rendre compte de la vie en entreprise et que la réalité professionnelle, elle a aucun intérêt en soi. Ce qui donne du sens à nos vies professionnelles, c'est tout l'investissement onirique, toutes les histoires qu'on se raconte, tout ce qui se joue de l'ordre du théâtre, alors parfois du théâtre d'ombre. Et puis j'ai une autre intention qui est un peu le fil rouge de ma vie, je crois, c'est qu'on est plus libre en étant cultivé qu'en l'étant pas. Voilà, ça vraiment, je trouve que dans une génération qui est très occupée par l'image, revenir à l'écrit, moi c'est mon 12e bouquin, j'ai beaucoup écrit, c'est une névrose l'écriture, hein, mais c'est aussi montrer que c'est pas la même chose de travailler dans une entreprise qui est cotée et de travailler dans une entreprise qui a un actionnaire familial. Et que ça, on le comprend en allant lire Mauriac, en allant lire Balzac, en étant conscient de l'histoire d'un secteur d'activité, parce qu'un secteur, c'est aussi des couches géologiques qui se sont empilées. Le conseil, c'est intéressant de connaître la vie de Frédéric Taylor pour comprendre pourquoi le conseil est tellement taylorisé aujourd'hui. Donc cette idée que la culture, c'est vivant, je pense que la culture, ça vient de l'agriculture. Et donc de pouvoir labourer cette terre et faire de la vie en entreprise un terreau fertile. J'ai lu avec beaucoup de gourmandise les situations de coaching que tu as vécues et les clients que tu as accompagnés dans les différents secteurs. J'ai perçu beaucoup de tendresse vis-à-vis de tes clients. Il y a ça aussi dans ta pratique, semble-t-il. Ah, complètement. Notre métier, il nous attendrit, il nous fragilise aussi. Moi, je suis de plus en plus pétri de doutes sur l'influence que j'ai sur mes clients et en même temps, je trouve ça magique. Donc, chaque personne qui vient en coaching, c'est un monde en soi. C'est-à-dire qu'il est sur une planète avec une réalité économique, mais c'est un monde en soi, fait de son histoire de vie, mais fait aussi de ses rêves. C'est Marcel Mauss qui, dans l'essai sur le don, disait « Chaque société se paye elle-même de la fausse monnaie de ses propres rêves ». Et je crois qu'on peut l'appliquer à l'individu. On se raconte des histoires, et c'est même essentiel de se raconter des histoires. C'est le narratif qui donne du sens. Donc moi, ce qui m'attendrit, c'est de voir à quel point nos clients, ils sont à la fois courageux, coupés de leur enfant intérieur et soucieux de bien faire. Je crois que j'ai pas beaucoup rencontré de vrais pervers en entreprise. Il y en a, bien sûr, mais ils se font pas coacher, ceux-là. Par contre, je rencontre des bourreaux qui sont d'anciennes victimes. Il y a cette phrase du surréaliste Henri Calais que j'aime beaucoup qui dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes ». Donc en un sens, notre métier c'est de regarder les hommes pleurer et donc de les accompagner sur ce chemin où ils peuvent s'attendrir, où ils peuvent faire avec plutôt que faire sans. Beaucoup de clients en entreprise sont cuirassés dans leur peur, cuirassés dans leur ego et je pense que notre métier c'est de les aider à enlever toutes ces couches, tout simplement. Pourquoi ne pas avoir utilisé les archétypes jungiens ? C'est une bonne question, sans doute parce que ça fait pas partie de mon référentiel immédiat, que c'est sans doute très bien décrit par d'autres. Moi, j'ai toujours à cœur de raconter quelque chose d'original dans chacun de mes bouquins. J'aime pas me répéter. Et donc, dans Coaching de soi, dans le coaching du dirigeant, j'avais déjà pas mal évoqué les archétypes, l'animal, l'animus. Donc, sans doute que ça m'accompagnait pas. Mais tu as raison, il y a un travail sur le mythe, il y a un travail sur l'ésotérisme chez Jung qui est tout à fait nourrissant. Moi, je peux te faire une confidence, c'est que je pense que le symbolique, c'est pas juste une construction intellectuelle, c'est pas juste des mythes. C'est la porte d'accès à des vérités plus ontologiques, qui sont de l'ordre du sacré. C'est-à-dire que le mythe de Prométhée, que je décris comme étant vraiment la pierre angulaire du secteur métallurgique, de la sidérurgie, voilà, c'est vraiment prométhéen. Bon, si on connaît Prométhée, Pandore, c'est intéressant pour notre culture générale. Mais ça nous raconte autre chose. Le mythe nous emmène à la rencontre d'un message plus secret sur le vivant, sur le rapport à la liberté, à la démesure. Ce que Jung nous apporte, c'est la possibilité de dévoiler des mystères.
de vivre avec l'ombre et de voir que derrière l'ombre, il y a sans doute une vérité que chacun peut rencontrer. Donc c'est plus de l'ordre de l'initiation que de la culture générale. Et de la connexion aussi à l'inconscient collectif. Certainement. En tout cas, de la connexion au sacré. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui pour moi est un très très grand romancier français, c'est Yannick Haenel. Et il raconte dans beaucoup de ses romans ce qu'il appelle des moments d'existence absolue. C'est-à-dire des moments où il se passe quelque chose de l'ordre d'un moment océanique, comme dit Goethe, de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse. Et on a tous connu ça. Où on est traversé par quelque chose qui nous transcende. Et je pense que le coaching, à la fois pour le coaché et pour le coach, c'est d'aller à la rencontre de ces moments-là. Et je crois que c'est des moments sacrés. Comment es-tu venu à la supervision ? Avec la conviction que le coaching est toujours didactique. C'est-à-dire que tout coaching consiste à transmettre à un moment donné à notre client une vision du monde, une bienveillance, une confiance, une délicatesse, l'acceptation du réel dans ce qu'il a de frustrant. Et donc j'avais le sentiment que les personnes les plus difficiles à coacher, à côté des politiques et des journalistes, qui sans doute sont beaucoup dans le mental, c'était les coachs eux-mêmes. On est souvent des cordonniers mal chaussés. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, de pas être plus avancé que mes clients dans quoi que ce soit. Et par contre, d'avoir des mécanismes de défense, de maîtriser les outils. C'est comme les toubibs qui détestent se faire soigner, quoi. Donc, j'ai trouvé que ça avait du sens de transmettre en position basse. Je crois pas une seconde que la supervision, c'est d'aller rencontrer le maître. Je crois que c'est juste du coaching de coach. Donc, on va un peu plus vite. On va plus à l'essentiel. Mais c'est exactement de même nature qu'un coaching. Je crois qu'on est une longue chaîne de personnes qui coachent des coachs, voilà. J'y suis venu parce que des personnes sont venues me demander si je pouvais le faire. J'avais le goût du collectif, donc j'ai repris des cycles de coaching collectif. J'en ai en intra-entreprise avec des coachs internes et puis en inter. Je trouve que c'est une grâce. Sentir qu'on est quelques centaines, peut-être plus, d'éclaireurs comme ça qui accompagnons le vivant dans l'entreprise et pas juste le process, c'est à la fois très gratifiant et très encourageant. Et selon toi, c'est un métier ou une activité ? Je me suis jamais posé la question. J'ai eu la chance d'écrire un chapitre dans le grand livre de la supervision sur qui supervise les superviseurs. L'hypervision, il paraît que ça s'appelle. Je sais pas si c'est une activité ou un métier, franchement, David. Je suis pas sûr que ça soit très important. Pour moi, c'est une pratique naturelle qui consiste à s'appliquer ce qu'on professe aux autres. Je trouve qu'on a un avantage par rapport au coach interne et on a même un avantage par rapport au manager. C'est qu'on a quelqu'un qui prend soin de nous quand nous on prend soin des autres. Je trouve que vraiment ça devrait être remboursé par la Sécu, la supervision. Je forme le vœu qu'un jour dans les entreprises il y aura des espaces de supervision parce que les coachs pourront pas accompagner toute la détresse et tout le besoin de respiration, comme tu disais tout à l'heure, qui surgit dans l'entreprise. Plus l'entreprise est grande et déshumanisée, plus il y aura de place pour les coachs. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les coachs que tu supervises et comment les accompagnes-tu ? La première difficulté, c'est la peur de ne pas être choisi. Ils emploient parfois un mot que j'aime pas, c'est le mot de shopping. C'est terrible, je crois qu'en outplacement, on parle de shopping. De plus en plus, les entreprises mettent en concurrence 2, 3, voire 4 coachs. Parce que le prescripteur veut pas prendre le risque de dire « j'ai choisi cette personne pour toi, si elle te convient pas, reviens me voir », mais c'est un autre débat. Et donc c'est très fragilisant d'un point de vue identitaire de sentir qu'on est choisi, pas choisi. On n'est pas des chiots à la SPA. Donc ça, c'est un vrai travail de reconnecter une confiance en soi, de voir qu'on peut pas plaire à tout le monde. Un deuxième sujet qui vient beaucoup, c'est la peur de transgresser le cadre. Notamment dans la triangulation entre le RH, le manager, le coach, ou le RH, le coaché et le coach. Qu'est-ce que je dis pas, à quoi je réponds comme injonction ou pas. C'est difficile quand même, quand il y a un enjeu business en plus, de dire je prends le risque de pas être choisi par ce client. Moi, je peux raconter une anecdote personnelle, c'est que j'ai été approché il y a quelques mois par une entreprise pharmaceutique en province, via un consultant, donc un porteur d'affaires, qui était très mystérieux. Donc beaucoup de points de contact, ensuite j'ai rencontré le DRH, ensuite j'ai rencontré le secrétaire général et le président. Tout ça pour coacher le futur président qui est actuellement DG d'une filiale dans 1 an. Un coaching de prise de fonction 1 an avant, j'ai jamais vu ça. Et donc je rencontre l'intéressé, forcément en visio, Covid oblige. Moi j'ai un bon fit, mais je lui dis écoutez, j'ai le sentiment que le sujet c'est que votre prédécesseur a pas très envie de vous laisser la place, même si tout ça était pas dit totalement sous-jacent.
Et je rends compte que ça fait mouche. Je me rends compte qu'il entend, il dit que ça fait 30 ans qu'on se connaît et moi je suis pas actionnaire de la boîte, lui est actionnaire. Quelques semaines passent et je reçois un mail qui me dit voilà, le DG et futur président souhaiterait vous rencontrer pendant 2 heures à Paris. Et là moi j'ai répondu au DRH, écoutez, il y a un moment où il faut qu'il se décide quoi. Il me choisit ou il choisit un autre. Puis j'ai pas eu de nouvelles, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Puis j'ai rappelé le DRH qui m'a envoyé un mail assez lapidaire disant on a avancé avec un autre coach. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai eu raison de dire ces 4 vérités et de renvoyer à la position adulte ou la position enfant de tout ce système? Et j'en ai parlé en supervision. Et voilà, et les coachs que je supervise, ils ont ce type de questions. Enfin, en même temps, pour reprendre cet exemple, au moins il a choisi. Au moins il a choisi. Et puis je pense que j'étais sans doute pas la bonne personne pour lui. C'est ok. On peut pas plaire à tout le monde. N'empêche qu'il y a toujours une petite blessure narcissique. Toujours. Je me dis j'aurais mieux fait de me taire. J'aurais pu le rencontrer à Paris. Et sans doute un 3e sujet en supervision qui est assez récurrent, c'est la question de l'affiliation à des syndicats professionnels, la question de la légitimité, surtout chez les jeunes coachs. J'encourage les personnes qui nous écoutent à s'affranchir aussi de ces labels. La seule légitimité que je peux avoir, c'est celle que je me donne à moi-même, et que sinon je ne fais qu'alimenter une faille narcissique. Pourquoi la supervision est indispensable au coach, selon toi ? Parce que c'est une question d'hygiène. Je peux pas donner à fond perdu, sans m'épuiser. J'ai longtemps donné bien plus que je n'avais en ressources, exalté par l'ivresse de ce métier. C'est l'épuisement qui m'a appris à non seulement faire de la supervision, mais faire plusieurs supervisions, collectives, individuelles, intervision, stages, soins du corps aussi, ça passe beaucoup par le corps. Donc je pense que c'est vraiment une question d'hygiène. Le plus dur dans notre métier, c'est de recevoir, c'est pas de donner. Et puis de laisser le vivant faire le travail en coaching, de pas se prendre pour celui qui coach. Tu as un parcours que je qualifierais de bâtisseur. Lorsque tu le regardes dans le rétroviseur, quelle cohérence globale y vois-tu ? C'est très testamentaire ça, et puis très difficile pour moi, parce que c'est mes clients, mes élèves qui parlent le mieux de moi. Il y a la vocation, c'est-à-dire que le sentiment que je peux pas faire grand-chose d'autre que ce métier. J'y suis pas par hasard, et je trouve que c'est une grâce, encore une fois. Ensuite, il y a la culture. Le fait qu'on est aussi là pour apporter un surcroît de sens et pour donner des clés pour se repérer dans ce labyrinthe qu'est la vie professionnelle. Et puis enfin, il y a la notion d'amour inconditionnel. Je crois que l'endroit où ça se passe, le coaching, c'est un endroit d'amour inconditionnel. Le métier de coach a beaucoup changé ces dernières années. Quel regard portes-tu sur sa récente évolution et sur son avenir ? Le coaching est de plus en plus démocratique. Et paradoxalement de plus en plus subversif aussi. On peut imaginer un monde sans relation, un monde totalement technologique, dans lequel on évacue la relation humaine au profit de transactions. Et je pense que le coach est un résistant, un dissident par rapport à ça. Donc je suis à la fois plein de vigilance et d'espérance. La partie est pas perdue pour ce qui est de l'humain dans cette course à l'économie matérielle, à l'économie financière. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes expulsées de ce monde un peu fou de l'entreprise qui, pour certains, deviennent coachs, deviennent thérapeutes, deviennent accompagnants, deviennent artistes, enfin voilà, donc qui sont des porteurs de lumière. Je crois que la relation humaine, c'est comme la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on peut pas mettre en équation, qui reste fragile, qui va sans doute devenir de plus en plus précieux. Et donc, on aura une responsabilité de plus en plus grande en étant coach. En quoi les coachs ont un rôle à jouer, selon toi, dans la société de demain qu'il nous reste collectivement à construire ? Si on devait dire ça en une phrase, c'est de se réconcilier avec son enfant intérieur. Je crois vraiment que notre métier, il consiste à retrouver cet émerveillement, cette innocence, cette disposition à la surprise dans le monde du travail. Et pas que, je pense que nos amis thérapeutes font aussi ça, les philosophes, les artistes ont aussi cette contribution dans la société civile. Nous, coach, la pierre qu'on peut apporter à cet édifice, c'est de faire que le monde du travail soit pas uniquement un monde du labeur, mais soit aussi un monde de la rencontre avec l'autre et du soin pour l'écosystème. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier ? Oula. J'ai eu la joie d'accompagner un chorégraphe qui venait pour des questions de management des danseurs. Et ce qui, moi, me fascinait, me passionnait, c'était le monde de la danse. Et ce qui, lui, l'intéressait, c'était vraiment les outils du management. Comment on devient un bon manager. Et ça a été une osmose, en fait. J'ai l'impression que lui a reçu des choses assez pragmatiques, assez simples sur ce que c'est que manager, y compris manager des artistes. Et moi, j'ai reçu la joie de voir la création à l'œuvre, de voir qu'un artiste peut être aussi un leader.
Donc c'est un souvenir mémorable. J'avais été évidemment assisté à certaines de ses répétitions, à certains de ses spectacles. J'aime beaucoup faire du shadowing de temps en temps, donc accompagner un client dans sa réalité. L'autre jour, avec un client dans le BTP, j'ai visité un tunnelier de la construction du Grand Paris. Bon, c'est absolument fascinant, quoi. J'entends un réenchantement. Partager ces moments te met en joie, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je trouve que la vie recèle plein de petits bonheurs. Une raffinerie de pétrole de nuit, c'est très beau. Un atelier de fabrication de haute couture, c'est très beau. Écouter quelqu'un parler de son métier, c'est très beau. Je crois que mon métier, c'est aussi de permettre à des personnes de témoigner de leur expérience professionnelle, de raconter une histoire, de renouer les trames du récit de leur vie. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ? J'avais un client qui était dirigeant d'une entreprise dans l'immobilier et dont la problématique était qu'il avait une femme et 3 maîtresses en même temps. Et ça peut paraître complètement hors cadre dans le champ professionnel. Et en fait, une de ses maîtresses, c'était quelqu'un de son comité exécutif. Et ça posait toute la question de son rapport à la satiété, de son rapport à l'addiction, de son rapport aux femmes. On travaillait pas sur la sexualité. Moi, je l'ai encouragé à faire une thérapie. Il a commencé une thérapie en parallèle à son coaching. Il a arrêté le coaching et continué la thérapie. Mais c'était assez baroque. J'avais des séances où il me racontait ses escapades amoureuses. J'avais l'impression d'être dans la littérature libertine du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients ou tes élèves disent de toi ? Rien. Qu'ils aient un sourire intérieur, qu'ils aient de la gratitude pour la partie d'eux qui s'est révélée ou qui s'est laissée accompagner à mon contact. Ce qui compte, c'est que les clients soient fidèles à eux-mêmes. C'est pas nécessairement fidèle à moi. Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles de mes élèves, de mes anciens clients, mais j'ai l'impression que ce qui compte, c'est qu'ils soient sur leur chemin de vie, qu'ils aient grandi, qu'ils m'oublient s'ils ont besoin de m'oublier. Tout ça n'est pas très grave. Qu'ils soient authentiques. Qu'ils soient authentiques et qu'ils soient en paix avec le vivant. Quelle serait la première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs ? Ça serait de démissionner. Ah oui, non, c'est impossible ça. C'est déjà difficile d'être responsable pédagogique d'un master. J'ai beaucoup lu des textes sacrés, notamment judéo-chrétiens, mais aussi l'histoire de Bouddha. C'est fascinant de voir à quel point les prophètes ou les leaders spirituels souvent sont des personnes qui rechignent à la responsabilité qui leur est confiée. Ils disent qu'ils veulent pas, quoi. Qui sont maladroits, qui sont violents, qui n'ont qu'une envie, c'est de rentrer dans leur grotte. Je suis un ermite repenti, donc j'ai déjà du mal à m'accompagner moi-même pour pas avoir la prétention de diriger un syndicat de coach. Ceux qui le font plutôt bien, je trouve, avec beaucoup de dévouement. Et je suis absolument pas prêt à me coltiner l'agenda de pouvoir qu'il y a dans une association. Tu sais, pour moi, les univers les plus toxiques sont les associations, bien plus que l'entreprise. Donc tu démissionnerais pour retrouver une bibliothèque, par exemple ? Ouais, pour retrouver un jardin, pour aller au Luxembourg écouter les oiseaux. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton propre parcours ? Plein de regrets. Je crois que les regrets, c'est des trésors. Je pense que les regrets, ça parle aussi de nos territoires inexplorés, de tout ce qu'on n'a pas fait et qu'on fera peut-être dans une autre vie. J'ai des regrets très intimes sur lesquels je passe et repasse en thérapie. C'est de ne pas avoir vécu une adolescence épanouie et donc de passer ma vie à vivre des rencontres intenses parce que je les ai sans doute pas vécues à l'adolescence. Donc ça, c'est quelque chose que je changerais sans doute. J'étais un grand mélancolique et j'assumerais plus de tomber amoureux si c'était à refaire. Parce que mon métier m'aide à être amoureux de la vie tout le temps. À multiplier les moments de joie. Je trouve que plus le temps passe, plus j'ai d'espace de méditation, des temps d'oraison, des temps de lecture. Avant, quand j'avais un client qui annulait, j'étais très perturbé. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire des 3 heures de séance ? Et maintenant, je regarde des films, je lis des bouquins, je vais me promener, je vois des amis. La vie s'infiltre dans mon agenda. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien ? Les chansons, parce que la vie, ça se raconte en musique. Alors justement, écoutons un extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix dans la foulée. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alors nous écoutons Alléluia, interprété ici par John Cale, à réécouter sur son album live Fragments of Rainy Season, sorti en 1992. La chanson originale de Leonard Cohen est sortie pour la première fois sur l'album Various Positions en 1984. Pourquoi ce choix, Thierry, pour incarner ton parcours ? Parce que je trouve que c'est un hymne à la joie. Si je devais résumer ma vocation, ce serait dire pardon et merci. Alléluia, c'est ce mot universel d'ouverture du cœur. Leonard Cohen fait partie vraiment de mon panthéon personnel. Je trouve que John Cale, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la musique punk, dans le rock, que c'est une interprétation moins connue que d'autres, et qu'il y a une espèce de folie qui circule, de déchirement. Moi, j'ai l'impression d'être un grand rescapé du bateau de la vie, avec l'intention d'y rester longtemps. Alors en hébreu, le titre signifie « Rendez louange à Dieu », chanson éminemment spirituelle mais aussi très sensuelle. D'ailleurs, la signification intrinsèque du titre fait encore débat aujourd'hui. Quel sens lui donnes-tu ? En fait, la chanson Alléluia de Leonard Cohen, ça raconte un passage du livre de Samuel dans la Bible, dans lequel Saül est un roi dépressif et appelle à ses côtés David qui est l'ami de Jonathan, le fils de Saül, et qui n'est pas encore le roi qu'on connaît, et qui demande à David de lui chanter, de lui jouer de la musique pour apaiser son âme. Évidemment, tout ça, je trouve ça très symbolique de notre métier. Il y a du charnel, et en même temps, est-ce qu'il y a d'un côté une vie matérielle, de l'autre côté une vie spirituelle ? Je sais pas, je crois que les deux sont mêlés. Sans compter les reprises live, il y a plus de 120 versions studio, dont notamment celle de Jeff Buckley en 1994, qui fait un grand succès. Alors pourquoi celle de cet auteur-compositeur-interprète gallois et membre du groupe Velvet Underground te touche autant ? Je trouve qu'il y a quelque chose de virtuose. C'est un grand pianiste, un grand musicien, un grand génie de la musique, John Cale, et qui se donne totalement dans l'interprétation. Très émouvante, sans doute très androgyne, c'est-à-dire que la voix de Leonard Cohen, elle est plutôt dans le masculin, la voix de Jeff Buckley, elle est plutôt dans le féminin. Que là, on a quelque chose de très universel, qui est la rencontre entre nos ombres et notre lumière. Je trouve qu'il a osé traverser des territoires, y compris de l'ordre de la folie, de l'internement. Et c'est un peu l'histoire du rock. Le rock et les années 70 nous parlent de cette période où les états amplifiés de conscience pouvaient mettre en risque les artistes. Et en même temps, avec quel résultat, quelle production. Il y a quelque chose de l'ordre du passage dans sa voix, dans son interprétation. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ineffable. Alors je vais rappeler, juste avant de conclure, le titre de ton livre, « Trouver sa voie, comment faire l'entreprise buissonnière » aux éditions L'Harmattan dans la collection Ad Valorem. Merci Thierry pour ta participation à ce podcast. Merci à toi David. Parcours de coach. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Parcours de coach. Merci pour votre attention. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou sur l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Pour rester informé sur notre programmation à venir, suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, réactions et suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.